Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette conférence dématérialisée qu'on a le plaisir de vous proposer ce soir avec AMO Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soir, nous avons le grand plaisir de vous inviter à écouter Philippe Chiambaretta, architecte et fondateur de l'agence PCA Stream à Paris sur le thème « Quel espace pour la transmission du savoir et l'intelligence collective ?» Cette conférence aurait dû prendre place en présentiel dans un amphithéâtre lyonnais, mais si les circonstances sanitaires nous interdisent évidemment de nous réunir, AMO Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de maintenir ce rendez-vous avec cette session Zoom qu'on vous propose maintenant et qui va vous permettre d'entendre Philippe Chiambaretta et même de lui poser vos questions par écrit au cours de cette conférence. On va tout vous expliquer, mais pour débuter, je vous propose un mot d'accueil de Jean Dalmet, architecte et président de AMO Auvergne-Rhône-Alpes. Jean Dalmet, bonjour, bonsoir, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux en tant que président d'AMO Auvergne-Rhône-Alpes de vous accueillir ce soir pour notre conférence annuelle dans un format inhabituel, contexte oblige, mais qui de ce fait sera pour la première fois enregistré et accessible sur notre site pour ceux qui n'auraient malencontreusement pas pu nous rejoindre. Vous êtes nombreux à avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu. C'est précisément de liens dont nous avons tant besoin en ce moment. Bien que virtuel actuellement, il nous permet ce soir de partager cette expérience avec nos collaborateurs et partenaires, mais aussi avec tous les autres AMO, et surtout avec toutes les personnes invitées qui s'intéressent et se passionnent pour la pratique architecturale et le modelage de la ville. C'est la vocation première d'AMO que de promouvoir la culture architecturale, urbaine et paysagère, et c'est à ce titre que nous sommes très heureux d'accueillir en tant que conférencier notre confrère Philippe Chiambaretta, lauréat du concours de l'EM Lyon. C'est un projet emblématique de la place lyonnaise, tant par la renommée de cette institution et la qualité de l'enseignement supérieur qu'elle dispense, que par la place qu'elle va prendre au cœur d'un quartier en pleine mutation, contribuant ainsi fortement à son développement. Je salue très chaleureusement notre confrère et laisse sans plus attendre la parole à Renaud Chassagne qui va nous présenter notre invité. Monsieur Chiambaretta, Monsieur Chassagne, on vous écoute. Oui. Bon, bonsoir. Donc, comme d'habitude, 1 minute pour présenter notre conférencier. Après une formation d'ingénieur à l'école des ponts et chaussées et au MIT de Boston, Philippe Chiambaretta a une première vie à la direction de l'agence de Ricardo Bofill à Paris. Vous étiez le bras droit de Ricardo Bofill et c'est à ce moment de votre vie que vous décidez de devenir architecte. Diplômé à 37 ans de l'école de Paris-Belleville en l'an 2000, vous démarrez votre carrière en créant la même année l'agence PCA et quelques années plus tard, vous fondez un groupe de recherche, Stream, qui produit des publications sur des thématiques des transformations urbaines, évolution du monde du travail, impact des grandes mutations contemporaines sur l'avenir des villes et les nouveaux usages. L'agence PCA Stream rassemble plus de 90 architectes, urbanistes, designers ou ingénieurs capables de comprendre et de répondre aux enjeux de plus en plus complexes du monde contemporain. Je laisse la parole à Philippe Chiambaretta. Merci beaucoup. Juste un petit mot peut-être de règles du jeu, comme on dit dans ces cas-là. Cette conférence est prévue pour durer à peu près 1 heure, avec la possibilité pour les auditeurs de vous poser, Monsieur Chiambaretta, vos questions par la fenêtre de conversation Zoom. En bas de votre écran, vous qui nous écoutez, vous êtes 87 à ce moment-là. En bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui est intitulé « Converser » et qui vous permet de m'envoyer directement vos questions, vos remarques, de réagir aux propos de Philippe Chiambaretta. Ce sont des messages qui m'arrivent à moi. Ensuite, avec Frédéric Lafay de AMO Auvergne-Rhône-Alpes, on les sélectionne, on les regroupe par thème et puis on les posera à 3 ou 4 reprises pendant la conférence de M. Chiambaretta. Et puis s'il ne peut pas répondre à tous, bien sûr, on lui transmettra par la suite. Monsieur Chiambaretta, c'est à vous. Eh bien, merci. Merci pour votre invitation tout d'abord et puis pour l'introduction que vous venez de faire un petit peu de ce parcours. Donc, je vais essayer de partager avec vous des convictions, des expériences et la vision avec laquelle j'essaie depuis maintenant une vingtaine d'années d'aborder l'architecture après avoir, vous l'avez indiqué, une vie précédente qui fait que ce choix
de devenir architecte a vraiment été une sorte de troisième vie même, et donc que ma motivation a été très philosophique. Je veux dire, ça a été un engagement dans une conviction que la ville était devenue, en gros, la concentration de ce qu'est la société actuelle. Ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus, puisque aujourd'hui nous sommes tous urbains et l'humanité va vers l'urbanité. Donc la ville est de plus en plus au cœur des problèmes de l'homme en général. Et en particulier dans cette époque contemporaine, dans ce qu'on a appris à nommer depuis maintenant quelques années l'Anthropocène, à savoir une époque dans laquelle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, mais même de l'histoire de la planète, une des espèces qui l'occupe est en train d'altérer ou de faire évoluer l'équilibre physique et biologique de cette planète. Et donc, c'est une condition originelle, une condition ontologique de la place de l'homme sur Terre qui est tout à fait nouvelle et inédite, et qui est pour nous un sens tout à fait nouveau de ce que doit être notre métier d'architecte. Alors, je vais donc le partage d'écran. Est-ce que ça marche? Oui, partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous me confirmez que c'est parfait, M. Gambetta. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris soin là de vous proposer ce titre d'intervention. Quel espace pour la transmission et le savoir et l'intelligence collective? Pourquoi? Parce que, eh bien, effectivement, vous allez le voir, dans le développement que je vais vous proposer, c'est que je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où la complexité du monde qui nous entoure, je dirais au sens des connaissances du complexe, est un changement majeur dans notre compréhension de cet environnement. C'est-à-dire que depuis 3 siècles et demi, le monde occidental a développé une forme de savoir scientifique qui a procédé par une sorte d'analyse de cet environnement dans des champs de savoir, dans des silos de connaissances déterminés par d'abord le dualisme, la séparation du sujet et de l'objet, de la nature et de la culture, et puis de rechercher des lois gouvernées par la mathématique qui permettaient d'avoir une prédiction dans les domaines, alors dans la physique, dans la chimie, dans la biologie, dans la médecine. On a découpé des savoirs, et cette science a amené à des technologies. La technologie a amené à une maîtrise de la nature, celle qu'a ambitionnée Descartes dès le XVIIe siècle, mais nous a précipité progressivement par, je dirais, l'explosion de notre présence sur Terre dans des phénomènes qui aujourd'hui dépassent notre entendement. Et pour faire face à cette situation tout à fait nouvelle, aujourd'hui, en fait, elle dépasse la capacité d'intelligibilité de l'espèce humaine. Et donc, plus que jamais, on est dans une situation où on ne s'en sortira que par cette intelligence collective. Et donc, pour nous, c'est un peu au cœur de notre préoccupation. Mais je vais peut-être illustrer ce propos en vous parlant d'abord de la façon dont nous avons, donc du coup, j'ai réfléchi à l'organisation de la pratique elle-même, c'est-à-dire prenant acte du fait que était dans une époque où les modes de fonctionnement et de connaissance étaient quelque part dépassés par notre condition, et où dans lequel le fait d'être nous architectes à côté de promoteurs, de maîtres d'ouvrage, de politiques, d'entreprises, en fait, ce fonctionnement par silos séparés n'était plus du tout opérant et devait être quelque part repensé. C'est ce qui fait que ce que j'appelle une plateforme, cette plateforme PCA Stream qui est notre agence et un lieu que j'ai conçu dans Paris, donc on est dans le quartier du Marais, et petit à petit s'agrandit je dirais, associant progressivement des espaces connexes, des garages, des sous-sols, des étages, et grandit avec la croissance de l'agence, puisqu'on était à peine il y a 5 ans, lorsque nous avons emménagé ici, une vingtaine, et nous atteignons les 100 personnes aujourd'hui. Donc, ça se développe de manière un peu organique, et avec cette idée que ce ne soit pas que des architectes, mais une plateforme de savoir dans laquelle nous avons aujourd'hui, parmi cette centaine de collaborateurs, à la fois des ingénieurs, des designers, des gens qui sont des architectes d'intérieur, des paysagistes, des biologistes et des chercheurs en urbanisme. Donc, cette idée qu'il faut aujourd'hui vraiment être à la croisée des savoirs pour faire face à ce qu'est la ville.
Et nous avons développé une approche qui est, vous voyez ici, en deux pôles, Think, Build. Bon, pardon pour l'anglicisme, mais c'est vrai qu'on a construit une plateforme qui se veut aussi internationale. Donc, penser, bâtir, hein, il ne manque plus qu'habiter pour avoir un titre d'Heidegger, mais c'est donc penser et bâtir, ça nous paraît indispensable parce qu'en fait, c'est un moment où cette complexité tout à fait nouvelle nécessite non seulement de penser ce que font en général les intellectuels et les académiciens, mais qui construisent peu, ou construire dans la vie pratique, lorsqu'on est embarqué que ce soit des promoteurs ou des architectes, c'est tellement prenant comme métier que, bien sûr, on cherche, on crée, mais vraiment construire une réflexion continue et permanente, c'est très difficile. Et donc, on s'est posé ce défi-là, peut-être par le parcours et le passé scientifique que j'avais eu, d'essayer de faire les deux en même temps et que l'un nourrisse l'autre. Alors, on a petit à petit, maintenant depuis quelques années, j'ai réfléchi même à l'idée que notre agence n'est pas simplement une agence d'architecture, mais doit être une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement l'idée de dire que la raison qui nous fait agir et le fait que cette entreprise doit croître et générer des bénéfices, ce n'est pas la fin en soi, cette croissance a pour objectif d'accomplir une mission, laquelle c'est d'abord basée sur l'idée d'une vision. Je le disais, l'humanité entrée dans l'urbanocène doit d'urgence réinventer la fabrique de la ville pour assurer la transition écologique. C'est la vision dans laquelle on se situe. Et donc, quelle est la mission que l'on veut jouer dans ce contexte-là? C'est vraiment d'inventer de nouveaux modes de pensée et de conception pour bâtir des villes durables, désirables et inclusives. Et là, ce ne sont pas trois mots pris au hasard, c'est que dans la dernière partie que je vous présenterai sur le travail qu'on a fait sur le quartier des Champs-Élysées, on a identifié que finalement, dans toutes les préoccupations ou les maux des villes et du monde aujourd'hui que l'on connaît, on peut le résumer à ces trois grandes idées. D'abord, le désirable, c'est au niveau de l'individu, c'est le jeu qui doit être dans un monde de désir et de plaisir, et c'est le travail du designer à ce moment-là qui est aussi essentiel. Inclusif, c'est dans le collectif et le volet social. Et puis durable, ça sort du champ de l'humain, et c'est le phénomène qui est nouveau et qui était jusqu'à présent, jusqu'à une quinzaine d'années, en dehors finalement du champ des préoccupations de l'architecture. C'est aussi de penser au non-humain et que ce que l'on construit soit pas simplement à l'attention des hommes, mais aussi des non-humains. On a mis en place aussi une organisation qui peut être là vous paraître un peu complexe, mais en réalité qui est une sorte d'organisation matricielle et non pas pyramidale, puisque cette idée de l'intelligence collective, c'est aussi de changer. Il y a eu un changement de modèle économique et de société depuis une vingtaine d'années. On est passé d'un monde fordiste, moderne, c'est-à-dire vertical, descendant, hiérarchique, à un monde beaucoup plus horizontal et beaucoup plus ascendant, dans lequel c'est la distribution des savoirs et cette capacité à les mettre en mouvement qui est essentielle. Et donc, j'ai petit à petit, je n'ai pas eu d'un seul coup cette vision d'organiser l'agence comme ça, mais ça s'est fait au travers de peut-être de 10 années de réflexion, c'est-à-dire que vous voyez à l'écran ma flèche, donc habituellement, il y a la partie design, de conception, le design, développement et la construction. Et en règle générale, c'est un petit peu les trois temps qui rythment l'activité d'architecte ou de bâtiment, c'est-à-dire on le conçoit un projet, on le développe, on le construit, et puis on recommence, ou alors on le fait plusieurs fois en parallèle. En fait, cet acte-là, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus suffisant. Et je le disais, si on doit faire de la recherche, cette recherche a pour but d'insuffler une attitude d'innovation dans nos métiers, que ce soit dans le design, que ce soit dans le développement ou dans la construction. Et à côté de ça, la communication et le développement ne sont pas des éléments, je dirais, qui servent uniquement à cette pratique constructive, mais c'est une façon de dire la recherche doit être une façon d'arriver à des convictions, c'est-à-dire on croit en quelque chose, on découvre on est à la recherche de connaissances nouvelles, on les communique non pas pour parler de notre travail en termes je dirais, de représentation ou de notoriété, mais pour être dans une approche
d'open source et d'open access plutôt, c'est-à-dire de diffuser et de ce savoir-là, de sorte qu'à un moment donné, eh bien, le développement, ce n'est pas de faire des concours et ce n'est pas nécessairement de se retrouver en consultation entre architectes, c'est de dire que c'est cette vision-là qui fait qu'on vient nous chercher spécifiquement pour une connaissance que l'on a développée. Et de sorte que petit à petit, aujourd'hui, on continue à faire des concours, bien évidemment, mais on les choisit de manière très précise, très discriminatoire pour être sûr qu'on soit au cœur de nos préoccupations. Et bien des fois, d'ailleurs, on vient nous chercher hors concours pour une connaissance spécifique que l'on a pu développer et communiquer. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est vraiment une cartographie et chacun dans l'agence est soit dans l'un de ses départements, soit surtout dans la relation qu'il y a entre ces activités. Donc, on passe énormément de temps dans l'espace à mettre en place des processus pour que tout ça circule beaucoup et donc créer cette intelligence collective. Alors, pour ce qui est de la partie de recherche, qu'est-ce que l'on fait concrètement? Quelques exemples. Donc, c'est d'aller à la recherche du savoir là où il se trouve, et notamment dans les centres universitaires, pas uniquement en France, à l'étranger. Là, c'était quelques visuels d'un voyage que j'ai effectué l'an dernier aux États-Unis. On est allé à Yale, à Rice University, à Harvard, au MIT, rencontrer des chercheurs, des penseurs, des philosophes. Ensuite, on a une équipe dédiée au sein de l'agence qui digère tous ces interviews qu'on a pu faire, qui essaie de les organiser. En général, on part d'un thème, on ne part pas au hasard, on va chercher quelque chose d'assez précis. Et puis ensuite, on synthétise cette connaissance soit dans des textes, soit dans des petites vidéos, que ce soit des gens comme Gilles Clément, que vous voyez ici en bas à droite, ou Dominique Boulier, qui est un professeur à l'École polytechnique de Lausanne et un sociologue, etc., etc. Et donc, cette idée de diffuser, c'est d'être vraiment dans un partage de la connaissance en vue de faire émerger des nouveaux savoirs. On fait aussi un travail qui se concrétise, dans des ouvrages. Donc, on a créé cette revue, j'ai commencé en 2005, mais le premier livre est sorti en 2008. Et puis, en 2012, dans le premier, c'était sur l'économie du savoir. En 2012, sur l'évolution du monde du travail, comment cette nouvelle économie de la connaissance était en train de révolutionner notre façon de travailler et les espaces du travail. On a fait un troisième livre sur le thème d'habiter l'Anthropocène, sujet que j'évoquais en introduction. Et puis, le tout dernier livre, qui était donc sur les paradoxes du vivant, à savoir qu'aujourd'hui, il est important de faire rentrer dans notre champ de connaissances, avant qui était très fondé sur la mécanique et la physique, en particulier dans le bâtiment, de faire introduire dans la connaissance de la ville plutôt les sciences du vivant, la biologie, le paysage. Alors, attendez. Voilà. Et on est en train de travailler en ce moment même sur le 5e opus de cette recherche qui va être sur les nouvelles formes d'intelligence. Comment combiner intelligence artificielle, intelligence collective, intelligence émotionnelle, intelligence démocratique aussi à l'échelle même planétaire pour arriver à faire évoluer notre comportement global. Et naturellement, ce sont des réflexions que l'on va ramener dans notre pratique d'urbaniste ou d'architecte. Et puis à côté de ça, on a également 4 axes de recherche appliqués, puisqu'on a complété maintenant ce travail de recherche théorique par de la recherche appliquée autour d'une équipe créée par un docteur en urbanisme, et donc qui est petit à petit en train de s'étoffer avec 4 directions: habiter, travailler, quelles sont les nouvelles frontières pour les nouveaux usages, de nouvelles méthodes pour la ville, métabolisme, j'y reviendrai par la suite, les formes d'intelligence et fabrique du territoire, et puis en fait, comme on travaille actuellement sur un projet de tour, se poser la question et réfléchir sur la tour, peut-être une forme écologique, ou est-ce qu'il y a une antinomie avec l'écologie et la verticalité. Voilà, pour vous parler également, pour finir cette présentation générale de réalisation, vous voyez là à l'écran les projets que nous avons soit terminés, soit en cours d'étude, qui en fait remontent à peu près, tout ça est dans les 10 dernières années, peut-être même 5-6 dernières années essentiellement. Je ne vais peut-être pas tous les présenter parce que d'abord, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous montre simplement qu'on a travaillé
sur des projets qui sont globalement assez importants, puisqu'on a tous sont à peu près de l'ordre de 20-25 000 jusqu'à 130 000 mètres carrés. Donc, des opérations grosses, complexes, souvent dans des secteurs sensibles, beaucoup d'ailleurs dans Paris, pas uniquement, mais donc on doit avoir un rapport avec l'histoire, et des projets qui étaient au départ des projets de restructuration ou neufs, mais sans nécessairement connaître les futurs utilisateurs. Et ces projets-là ont attiré des grands groupes comme locataires, des entreprises aussi diverses que Lazare, banque d'affaires, Gine, grand cabinet d'avocats, Chanel, qui est bien sûr un groupe de luxe, mais on fait également le siège de Facebook et de Blablacar, ou du groupe AXA ou de Total. Donc, vous voyez des acteurs très différents, mais dans lesquels chaque fois on apprend et on peut observer et contribuer, et participer même à ces grandes mutations qui sont en train de bouleverser les façons de travailler de tous ces groupes, quel que soit tout secteur confondu. J'en présenterai juste quelques-uns à titre d'exemple. On a ici un bâtiment qui s'appelle le Cloud, qui est la restructuration d'un ensemble immobilier qui était donc au cœur de Paris, rue Richelieu et rue du 4 septembre, qui était à l'origine donc un ensemble assez hétérogène d'immeubles construits tout au long du XXe siècle, vraiment très très mauvaise facture, que l'on a, attendez, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, donc avec des travaux de restructuration assez lourds qui ont duré 3 ans, on parle de 38 000 mètres carrés, et dans lesquels on a à la fin produit un ensemble de bureaux très contemporains qui sont le siège d'Exane, de Blablacar et de Facebook, où on a su mêler à la fois la conservation et la rénovation de ce patrimoine industriel de l'arrêt Reaumur et des écritures contemporaines avec on travaille sur les façades, enfin comment exacerber de la qualité de lumière que l'on peut avoir dans ces espaces, faire descendre ici, c'est un restaurant qui se trouve sous 11 étages de bâtiments au-dessus, en sous-sol, et qui, par le travail d'optique qu'on a pu faire sur ces façades blanches et avec ces arêtes, faire descendre la lumière très profond jusqu'à 11 étages plus bas. Vous voyez ici quelques éléments. Et puis des terrasses, on a fait un travail de reconquête très important sur les étages, parce qu'en fait, on a aujourd'hui une évidence que ce sont les bureaux de Facebook. Vraiment, la biophilie est un élément très corrélé avec des sentiments de bien-être au bureau et dans le travail. Projet qui a gagné pas mal de prix et qui nous a permis par la suite après d'être invités et de remporter pas mal de grands projets de restructuration similaires du même type. Ici, la transformation d'une ancienne caserne à l'origine du XVIIIe siècle, puis qui avait été transformée dans les années 50. Vous voyez l'état dans lequel, enfin c'était juste au démarrage des curages, mais ça ressemblait à droite à ça lorsque nous avons remporté ce concours. On a eu là aussi de longs travaux avec de la réhabilitation, de la démolition, de la reconstruction, des greffes, des parties qu'on a enlevées, d'autres qu'on a ajoutées. Et puis aujourd'hui, un bâtiment donc, qui a attiré le groupe Gilles Loiret Noël, qui est le plus grand cabinet d'avocats français, et qui nous a confié aussi après l'aménagement des bureaux pour eux, avec des caractéristiques qui sont typiquement, vous voyez là, un apport, c'est-à-dire ça ne ressemble pas à des bureaux traditionnels. On a des codes de l'hôtellerie qui sont aujourd'hui rentrés dans ces espaces, et qui sont là aussi, encore une fois, représentatifs de ce que je disais en titre, à savoir qu'aujourd'hui, que ce soit dans la banque d'affaires ou chez les avocats, cette notion d'intelligence collective, cette notion de trouver que l'architecture participe à la sérendipité, c'est-à-dire à accélérer la créativité ou l'innovation dans tous les domaines, est devenu un rôle essentiel du bureau. Donc, ce changement de paradigme qui s'est opéré au cours des dernières années, c'est qu'effectivement, le rôle de l'espace de travail, du siège social, n'est plus simplement d'être un lieu de production, et avec la crise du Covid et le développement du télétravail, il va l'être de moins en moins. Donc, le sens de cet espace physique du siège social et du bureau va de plus en plus être celui de l'économie relationnelle, en fait, et donc de mettre en mouvement cette intelligence collective. Donc, ça veut dire que des lieux qui ne ressemblent plus à du bureau, là, on est plus dans un hall d'hôtel que typiquement dans un siège social. Les restaurants sont devenus des lieux, ça c'est la cantine
de chez Gide. Les gens ils vont travailler tout au long de la journée, bien évidemment. Et puis, ce rapport entre histoire et modernité, vous avez une partie 18e et cette architecture que l'on est venu donc greffer sur, et vraiment avec une greffe, et donc travail fait avec les monuments historiques, avec les ABF, qui ont plutôt nous ont accompagnés dans cette réflexion-là, et une place de la nature des rooftops très importante aussi. C'est un projet qui a remporté beaucoup de prix parce que, en fait, on a vraiment beaucoup contribué à cette mutation de la conception des espaces de travail. Pour Christian terminer, Barretta, oui, on va peut-être conclure sur cette petite première partie. oui, J'ai une je question voulais poser de… des questions, oui. Oui, on a une question qui est arrivée de Pierre-Marie qui est ici. On est à peu près 104 participants au moment où je vous parle, à 19 heures précises. Pierre-Marie demande, qu'est-ce qui, selon vous, rend une ville remarquable? Ça, c'est une question assez large, bien évidemment. Une ville remarquable, je pense qu'il y a un aspect bien évidemment historique. S'il y a des remarquables, c'est qu'elle se différencie des autres, c'est qu'elle se distingue, ou qu'elle a su se trouver une place dans l'imaginaire collectif qui est plus forte que les autres. Et ça peut être pour certaines villes par leur architecture. Paris est aujourd'hui remarquable comme une ville qui est très marquée par l'homogénéité haussmannienne, bien que c'est finalement une partie très récente de son histoire, mais c'est vrai qu'elle a elle est très reconnue dans le monde et appréciée par son architecture et ce caractère très uniforme. Il y a d'autres villes qui vont l'être par une vocation, peut-être une géographie aussi très forte. Et Lyon peut-être est même assez plus remarquable que Paris par sa géographie. C'est la confluence qui est au cœur de la ville. Donc, je crois que c'est une identité et une personnalité qui font qu'elle se distingue des autres, comme une personne finalement. Ah, je ne vous entends plus. Merci beaucoup, M. Chiambaretta. Oui, oui, merci beaucoup, Philippe Chiambaretta, pour cette première partie. Je voudrais juste rappeler qu'il est possible pour les participants de cette conférence de nous poser vos questions par le petit onglet « Converser » qui se trouve tout en bas au milieu de votre écran. Converser, et vous m'envoyez un message à moi, l'animateur, et je le répercute ensuite à vous. Eh ben, vous pouvez poursuivre sur la deuxième partie de cette conférence. Merci. Alors, je n'avais pas vraiment mesuré les parties, donc je vais défiler Oui, et je vous en avec prie. des projets sur lesquels je ne m'arrêterai pas, qui est la restructuration du 52 Champs-Élysées, un projet de musée que l'on a livré l'an dernier à Montpellier, le centre, le MoCo Centre d'art contemporain, un autre projet boulevard Haussmann, qui a aussi été une transformation de 2 immeubles haussmanniens et post-haussmanniens dans l'état dans lequel il était. Là aussi, après pas mal de transformations, un bâtiment qui est devenu donc le siège de Lazare, avec là encore ces espaces collectifs, ces terrasses qui ont été reconquises, et ce signal un petit peu cette sorte de couronnement qui aujourd'hui devient un peu une icône sur le boulevard Haussmann. Et puis je termine par peut-être ce projet qui est donc en cours de développement, est en phase pro, qui sera une nouvelle tour à la Défense, qui va venir finalement équilibrer la skyline de part et d'autre des Champs-Élysées et de la Grande Armée, avec équilibrer la partie gauche de la Défense qui était aujourd'hui un petit peu déséquilibrée, et avec un concept en 2 mots qui révolutionne aussi la typologie de la tour de bureau. Bureaux trop petits, en général des plateaux de 1800 m² simplement, que l'on double avec 2 ailes et que l'on met en duplex. Donc, ça nous fait des ensembles de 6000 m² dans lesquels on ne prend pas l'ascenseur. Donc, c'est une petite métamorphose de la typologie classique de la tour de bureau. Et donc, concours que vous avez remporté en 2017 et qui est aujourd'hui, donc, qui a été choisi par le groupe Total qui cherchait à déménager de ces 2 implantations actuelles à la Défense, et qui a choisi cette tour, donc avec cet espace-là, qui est le link qui a donné son nom à la tour, avec cet espace partagé où à tous les étages, on a un jardin extérieur.
Alors voilà la fin de la première partie. Venons-en maintenant à l'EM Lyon. Donc l'EM Lyon, dont je ne ferai pas l'affront en tant que Lyonnais de vous expliquer ce qu'est le quartier de Gerland. Nous, on a appris à comprendre l'histoire de ce lieu peu singulier qui est en pleine transformation. Et puis ce terrain qu'avait acheté donc EM, qui aujourd'hui est Écully, et avec un projet très, très fort en termes de programmation qui était de venir revenir en ville, et donc qui racontait, et peut-être avant qui était dans cette logique finalement d'un changement du savoir et de la façon dont on devait transmettre le savoir, et qui faisait une résonance avec ce que je vous ai présenté sur ce qu'on connaissait nous dans le monde de l'entreprise. Donc avec une direction de l'école qui nous a dit en fait on ne doit plus être complètement isolé, coupé du monde sur comme ça un campus à la campagne, mais il est important que l'école revienne en ville, soit ouverte à ces échanges, soit dans la ville, dans l'économie également, puisque c'est une école de management. Et donc le concours que l'on a remporté après une année de lutte acharnée entre 4 équipes, on était face à Snoweta et face à ASCO. Et en fait, donc on a remporté peut-être, je pense, parce qu'on a essayé on a une stratégie qui, en tout cas, conquis et convaincu l'école, qui, en gros, et c'était même involontaire. Vous voyez sur la droite, en fait, le schéma qui a été le plan que l'on a développé pour le projet de l'EM Lyon, qui était traversé par une rue publique au centre, dans le sens nord-sud, enfin, dans le sens vertical dans le document que vous voyez, et donc il coupait le terrain en deux. Et donc, avec donc la difficulté à comment on fait une école séparée par une rue. On a eu ce plan-là en disant on va faire des bâtiments qui seront parallèles de chaque côté, de part et d'autre de cette rue publique, et que l'on va relier par une rue interne à l'école qui va passer sous la rue, et ce qui définissait en gros une sorte de matrice à 4 cadrans et ces 2 axes. Et le hasard fait que le directeur de l'école avait en fait une partie cachée de sa formule pédagogique, qui était ce modèle à gauche, qui est une approche intégrale de Ken Wilber, qu'il m'a révélé après en me disant c'est incroyable parce que votre proposition est quelque part la traduction architecturale directe de un peu ma philosophie pédagogique, qui est de se dire que finalement, toute forme d'étudiants ou tout ce qui d'organisation peut se répartir entre l'axe individuel collectif ou externe interne. Et donc, c'est autour de cette transition-là où on est d'abord un étudiant qui va vouloir être bon par rapport à son professeur, et puis ensuite par rapport au collectif qui veut performer dans l'externe, et puis on passe dans le champ des valeurs où on a les valeurs partagées quand on est dans le collectif interne, et en fait l'entrepreneur de soi-même lorsqu'on est dans l'interne et individuel. Et en fait, il se trouvait là qu'il y a une correspondance entre l'architecture que l'on proposait, mais pas uniquement au niveau du dessin, mais entre l'organisation des espaces, et qui devenait un écho parfait avec une évolution, une théorie pédagogique. Et donc, voilà concrètement comment ça s'est mis en œuvre dans ce plan, donc dans ce grand terrain qui était acquis par l'EM Lyon. Avec, là, vous avez traduit ce qui était les directions d'urbanisme et la façon dont on a proposé de positionner l'école, avec une sorte de rue intérieure qui passait sous la rue publique, et les bâtiments donc, qui s'organisaient de part et d'autre et composaient cette école qu'on a limitée à 3 étages pour pouvoir rester dans l'écriture des halles industrielles qui avaient été préservées, des halles Nexans, qui étaient en fait l'industrie qui occupait ce terrain. Et donc, avec une logique qui était de dire cette école, finalement, doit pouvoir demain, on ne sait pas ce que sera l'école dans 10 ans, 15 ans. Déjà, Bernard Beltante, qui était directeur de l'école à l'époque, nous disait peut-être qu'il y aura un développement très fort dans l'enseignement digital. Aujourd'hui, on sait que toutes les grandes universités, par exemple aux États-Unis, sont jusqu'en 2021 passées en télétravail. Harvard, MIT, toutes ces grandes facs sont fermées et les étudiants sont en télétravail. Et donc, peut-être que comme dans les entreprises, on se pose la question de savoir si demain l'école, l'université n'aura pas besoin de moins d'espace. Et donc, une des idées clés dans notre projet, c'était de se dire que ce modèle-là était parfaitement évolutif et pourrait très bien
dans les années à venir, d'ici 10 ans, 15 ans, pouvoir muter, peut-être être qu'une partie de l'école puisse être louée par des entreprises qui seraient intéressées d'être dans le campus d'une école. Enfin, cette question de la mutation des usages et de la mutation du bâti est aujourd'hui une des enjeux essentiels quand on veut faire une ville durable, mutable et sans avoir à démolir, mais peut-être utiliser ces bâtiments à d'autres fonctions. Vous voyez là cette vision dans laquelle on a côté sud ce grand jardin qui va descendre un peu comme le parvis de Beaubourg sur un niveau -1, sur un niveau enterré, mais qui sera très éclairé puisqu'on a vous voyez, une verrière qui éclaire toute la rue intérieure, équipée de panneaux photovoltaïques, donc elle a une production d'énergie renouvelable. Au sud, on se protège, qui est ce qu'on voit au premier plan, donc la façade sud, qui est avec des grandes terrasses de 4 mètres de profondeur, donc qui sont des lieux pour les étudiants pour travailler en plein air au-dessus du jardin et de servir une protection passive au bâtiment. Donc, cette rue intérieure qui est un peu le cœur battant de l'école, qui va donc sur l'avenue, la partie publique, rentrer entre ces deux bâtiments, une des façades assez simple, et ce cœur battant qui est un lieu dans lequel on va à la fois trouver le grand restaurant de l'école, des boîtes qui permettent de profiter un petit peu de ce spectacle et ces passerelles qui donnent à voir l'ensemble des flux et de la vie de l'école. Et voilà ces emmarchements qui vont passer sous la République. Alors peut-être, si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une petite pause sur l'EM Lyon, parce que c'est quand même un sujet qui intéresse particulièrement les Lyonnais. Je vous propose peut-être, si vous le souhaitez, qu'on puisse prendre quelques questions sur ce Alors, projet. j'ai pas de questions sur ce projet. Vous semblez répondre à beaucoup de, beaucoup de questions déjà par votre exposé. Je vous propose de continuer. Je vous poursuis, puis je reviendrai si vous avez des questions Ouais, ultérieurement, il n'y a pas de je souci. reviendrai. Pas de souci. Donc, je vais vous parler maintenant de notre bâtiment qui est un concours que l'on a rapporté. Vous avez bien sûr entendu parler de ce programme qui a fait beaucoup de bruit à partir de 2016, qui s'appelait Réinventer Paris et qui était donc lancé à l'initiative de la mairie de Paris, qui a été une petite révolution finalement dans le rapport entre la maîtrise d'ouvrage, enfin dans la production de la ville au sens large, c'est-à-dire que la ville de Paris avait choisi 22 sites et a mis quelque part aux enchères ces 22 sites qui normalement seraient vendus un par un dans un processus assez classique de ZAC ou autre, parce que c'était très diffus. Là, le terrain, nous, sur lequel on a travaillé était une parcelle dans une ZAC au pied du TGI, mais il y avait aussi dans du diffus un petit terrain entre deux bâtiments dans le 20e arrondissement, donc c'était assez hétérogène. Mais c'était des terrains propriété de la ville de Paris et qui a défini une nouvelle règle du jeu. Au lieu de vendre au plus disant, c'est-à-dire à le vendeur qui proposait le meilleur prix, ils ont dit on va changer les règles du jeu et ça va être un concours d'innovation dans lequel on va favoriser et privilégier l'inventivité des projets que vous nous proposez. Donc on enlève un peu de cahier des charges. Par exemple, sur ce site-là, ça devait être que du bureau. Et donc, vous proposez autre chose si vous avez des idées plus riches ou plus innovantes que de faire que du bureau, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le quartier. Et c'est à la fois au mieux disant, quelque part, que l'on vendra le terrain. Donc, on a eu l'occasion dans ce projet, comme il était au pied du TGI, un quartier, on a fait une analyse urbaine et on a donc essayé, on a même convaincu les investisseurs qui nous ont demandé de faire le projet pour eux. On leur a dit, écoutez, à ce moment-là, si vous nous donnez carte blanche de faire la programmation, de faire même d'inventer le modèle économique et de trouver des partenaires, on l'appellera le stream building du nom de la recherche. Donc, ce sera une sorte d'incarnation de preuve à la pluie de ces réflexions. Et donc, on a conçu ce bâtiment dont les principes étaient d'une part, programmatiquement, de dire qu'on doit avoir, pour répondre aux mutations aujourd'hui, un peu à la fusion qui s'opère des différents aspects dans notre quotidien de cette partie des fonctions de travail, des fonctions de séjour, des fonctions d'alimentation et des fonctions même de loisirs, et bien de voir un bâtiment qui soit multiserviciel et qui permette d'offrir l'ensemble de ces composantes de notre quotidien, sachant qu'on était face au TGI, et donc on pouvait imaginer qu'il y ait à la fois beaucoup de visiteurs qui viennent pour quelques jours, pour
parce qu'ils venaient à un procès, ou des avocats qui venaient travailler là de province, et donc il y avait besoin à la fois de séjourner, de travailler et de pouvoir s'alimenter. Et donc elle a travaillé beaucoup sur la notion de mixité des usages. Et puis on a travaillé, donc par exemple là, on a fait venir de Hollande une start-up qui s'appelait Zoku et qui a inventé des lofts qui sont à la fois, enfin des petits appartements de 28 mètres carrés qui peuvent être à la fois un bureau et puis un lieu d'habitation. Et avec l'idée que la structure du bâtiment permette une évolutivité là aussi très forte et qu'on puisse avoir un mix de ces usages qui évoluent complètement entre 2017 et 2050 sans gros travaux. On a aussi travaillé sur le caractère métabolique du bâtiment, c'est-à-dire comment on pense, je le disais à l'introduction, l'architecture non pas comme de la mécanique, mais aussi comme du biologique. Et donc là, on a travaillé sur l'intégration du végétal dans le bâtiment. On est en structure bois, donc c'était en 2015, c'était un peu plus innovant que ça l'est devenu depuis, mais structure bois, on a une production sur la toiture, 1200 mètres carrés de potager qui sont naturellement ensuite réutilisés dans les restaurants qui sont en bas. On a une façade qui est pas celle-ci, mais qui est ici, c'est une colonne de biodiversité qu'on a travaillé avec des écologues pour pouvoir comprendre comment le végétal et l'animal pouvaient se loger en cœur de ville. Et puis de l'autre côté, c'est une façade qui est équipée de houblon dans laquelle on va produire, grâce à une mini brasserie qui est au deuxième sous-sol, 30 000 litres de bière chaque année qui seront consommés sur place, donc dans ce caractère aussi de très grand, de locavore finalement d'une production au circuit court. Et j'associe cette réflexion sur l'immeuble métabolisme à la réflexion sur la ville métabolisme, qui est peut-être la dernière partie de mon exposé, sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, donc, c'est une réflexion que l'on a menée depuis 2 ans à l'invitation du comité des Champs-Élysées. C'est un comité qui a été créé en 1918 par un monsieur qui s'appelait Louis Vuitton, qui était cellier, et donc qui, depuis un siècle, réunit l'ensemble des gens qui sont finalement concernés par les Champs-Élysées, soit comme locataires, grands enseignes, propriétaires ou bien institutions. Le Grand Palais, le Petit Palais font partie du comité Champs-Élysées, par exemple. Ce comité est parti dans le constat, c'est que les Parisiens n'aimaient plus cette avenue qui pourtant continuait d'être surnommée de la plus belle avenue du monde, et que cette sorte de paradoxe entre une avenue qui représente la capitale, qui représente un petit peu le pays. Chaque fois qu'il y a une victoire de l'équipe de France de football, on descend sur les Champs-Élysées. Quand il y a un nouveau président, il est sur les Champs-Élysées. Donc, quelque part, c'est un lieu de grand symbolisme, mais les Parisiens boudent cette avenue. Et donc, la question qui m'avait été posée, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réenchanter cette avenue? Alors, ça m'a un petit peu surpris au début qu'on pose cette question à l'architecte, parce que j'aurais pu leur dire, allez voir Publicis, qui est justement sur les Champs-Élysées depuis le début du XXe siècle. Mais à y réfléchir à 2 fois, j'ai vu qu'en fait, il y avait derrière cette question-là un enjeu qui était tout à fait passionnant et essentiel au regard des préoccupations, de la vision et de la mission que je définissais en introduction. Et donc, on a fait un travail qui a duré d'abord une année, qui a donné lieu à une conférence, et puis le pavillon de l'Arsenal, donc à Paris, qui est un peu le lieu d'exposition de l'architecture et de l'urbanisme, nous a invités à faire une exposition pour exposer et approfondir cette réflexion sur les Champs-Élysées, donc qui s'appelait Histoire et perspective, qui a démarré malheureusement au mois de février cette année, donc qui a très vite été fermé au bout de 3 semaines d'ouverture, mais qui a réouvert après le confinement au mois de mai et qui est resté ouvert jusqu'au mois de septembre. Donc, quel est le principe de cette réflexion? C'est que la médecine, j'ai pris une analogie sur l'urbanisme avec la médecine. Il y a 300 ans, la médecine, ça ressemblait à peu près à ça, c'est-à-dire une pratique qui était extrêmement empirique. Et puis aujourd'hui, la médecine, c'est ça. Donc, une technologie qui s'est développée et qui fait qu'on a en temps réel une sorte de vision assez précise, même si aujourd'hui on voit qu'elle n'est pas complète et qu'il reste des parts d'ombre avec la pandémie, mais quand même, les outils dont on dispose pour analyser le comportement du corps humain sont extraordinaires par rapport à il y a 3 siècles. Alors, en revanche, la ville aussi, qui est un métabolisme extrêmement complexe, métabolisme qui aujourd'hui
par cette prolifération sur Terre est devenue une sorte de virus pour la planète, eh bien, on continue de l'analyser ou de travailler dessus avec des outils extrêmement empiriques. Et donc, j'étais assez étonné de ce décalage entre ce qui se passe en médecine et ce qui se passe en urbanisme. Et donc, on est parti, l'enjeu qu'on s'est fixé, c'est de dire est-ce qu'il y a moyen de développer un cadre théorique un peu plus sophistiqué pour aborder les questions urbaines. Et donc, on est parti de cette analyse multistrate qui dit finalement la ville, c'est à partir de la nature, des infrastructures, de l'architecture, des mobilités et des usages. Et que, en fait, si on est aujourd'hui un petit peu limité dans la compréhension de ce phénomène, c'est qu'on a tendance à les considérer comme des couches un petit peu séparées, avec des savoirs séparés, des paysagistes, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des aménageurs, mais que c'est très rare qu'on travaille sur des interactions entre ces différentes couches. Or, si de notre côté, on se dit qu'est-ce que devrait être la ville de demain, je le disais en introduction, désirable, inclusif et durable, donc on doit pouvoir définir concrètement qu'est-ce qui caractérise ces grandes qualités sur lesquelles tout le monde naturellement ne peut qu'être d'accord. Eh bien, définissons des outils de mesure et de performance, et d'un autre côté notre boîte à outils qui sont ces 5 couches, et donc comment on peut utiliser ces différentes couches et ce qu'elles contiennent comme action pour contribuer à l'évolution de la ville. Et on voit à quel point ce dessin en fait incarne la complexité du système et démontre à quel point aujourd'hui en fait, on est très loin de comprendre, de maîtriser et de dominer ces phénomènes. Alors qu'on pourrait imaginer de pouvoir mesurer, comme on le fait en médecine, l'évolution ou l'impact de nos actions sur ces outils de mesure, sur ces paramètres de mesure, et de pouvoir juger par du test and learn si le protocole médical que l'on met en œuvre, finalement, rend cette ville plus désirable ou pas. On a fait également une consultation populaire avec près de 100 000 participants qui ont exprimé leurs souhaits. Alors, la partie intéressante peut-être à partager avec vous, c'est pourquoi en fait les Champs-Élysées sont une avenue intéressante et quelque part mérite que l'on y consacre une exposition. Eh bien, et c'est sur cette gravure qui a été faite par en fait, qui est le travail de Lenôtre fait en 1670, quand Louis XIV lui demande de tracer cette avenue qui est en fait une extension de l'axe central, de l'avenue centrale du Jardin des Tuileries. Et là, nous sommes dans le palais des Tuileries, presque dans la chambre de Louis XIV, et donc il voit chaque jour cet axe dans le Jardin des Tuileries, et derrière, c'est la campagne. Et cette campagne est séparée de Paris par une muraille. Depuis des siècles, puisqu'en fait, le Paris n'a fait que grandir par ces murailles radioconcentriques. Et puis, Louis XIV va démolir ces murailles, ouvrir la ville à la nature, et donc ce geste de Lenôtre, qui est des contemporains, je le rappelle, de Descartes, eh ben, on l'a théorisé dans cette exposition que c'était au fond le kilomètre zéro de la modernité occidentale, dont le projet était de se rendre maître et possesseur de la nature. Donc ce grand trait mathématique quelque part rectiligne, c'est l'homme qui décide à ce moment-là de partir à la conquête de la nature. Et donc c'est l'origine des Champs-Élysées. Et donc on a retracé dans cette exposition 3 siècles d'histoire dans lesquels cette avenue a toujours été le symbole des temps modernes et de la fierté de l'Occident à d'un seul coup être des pays développés, et en considérant que le reste de l'humanité était sous-développé. Et ça a été cette grande prétention, cette grande fantasme du monde moderne. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, 350 ans plus tard, eh bien, effectivement, les Parisiens qui ont adoré les Champs-Élysées pendant 300 ans, en fait, ne les aiment plus. Et donc, on a conduit des études, on a fait des sondages avec l'IFOP, où on a vu que 40% des Parisiens, surtout au centre de Paris, avaient une mauvaise image des Champs-Élysées. Lorsqu'on a demandé quelle est cette image, on a vu que c'était trop touristique, trop bruyant, trop artificiel, stressant, dangereux, et que ce qui avait été pendant 3 siècles cette image d'un lieu de promenade de la ville dans la campagne était devenu quasiment totalement inexistant. Et donc on a vu un paradoxe d'une inversion complète de ce qui avait été pendant 3 siècles une avenue ou un espace dans Paris, et qui était devenu son exact contraire. On peut mesurer aujourd'hui grâce à la data, et c'est là aussi qu'on a voulu aborder ces questions-là avec des méthodes
un peu plus quantitatif, comme dans la médecine, que simplement du feeling, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que les Parisiens ne viennent plus sur les Champs-Élysées, mais est-ce qu'on peut le démontrer? Mais aujourd'hui, on est capable d'estimer qu'il y a à peu près 100 000 personnes chaque jour en moyenne qui parcourent les Champs-Élysées, de savoir que 68% en moyenne sont des touristes, soit de l'étranger, soit français, qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur, donc qui sont sur les champs parce qu'ils bossent là ou à proximité, donc c'est à peu près 17%. Et en fait, de promeneurs de Paris, je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai le bandeau qui est peut-être devant, c'est uniquement 5% qui sont des Parisiens. On peut également cartographier un certain nombre de facteurs qui expliquent ces phénomènes. On a vu que l'opinion des Parisiens, c'est que c'est une avenue qui est très bruyante avec beaucoup de trafic. Mais là, on sait qu'il y a 2500 véhicules par heure, c'est-à-dire c'est un des axes routiers les plus fréquentés. C'est un volume sonore qui est épouvantable. On peut le quantifier. C'est aussi une avenue qui est extrêmement polluée aux particules fines, 2 fois supérieure au maxima admis par l'OMS. On a ici la cartographie des températures. On voit combien la place de la Concorde, par exemple, est un îlot de chaleur redoutable. On voit quelles sont la position des touristes qui passent des coups de fil depuis Paris. On voit que tout est concentré sur les Champs-Élysées et rien dans les rues avoisinantes. On est aussi capable de mesurer quel est le nombre de piétons qui se promènent sur les Champs-Élysées. Plus on est rouge, plus c'est dense. Donc, mercredi à 11h, samedi 17h, et on voit la densité des promeneurs sur l'avenue des Champs-Élysées. Et à l'inverse, on a découvert que dans les jardins qui étaient au bas des Champs-Élysées, on avait là un immense vide, c'est-à-dire un désert absolu. Et donc, on a découvert, grâce à cette recherche, qu'il y avait là un paradoxe. Autant le haut était un hyperlieu, selon les... Donc Michel Dussault est venu réfléchir avec nous sur ce phénomène-là, des Champs-Élysées comme hyperlieu, selon cette théorie qu'il a développée. Et nous, on a découvert à côté de ça un hypervide, avec ces jardins du bas des Champs-Élysées qui sont absolument déserts, 5 fois moins fréquentés que le parc Monceau, qui est 3 fois plus petit. Donc, c'est absolument une découverte qui nous a sidérés. Et donc, à partir de là, on a une la deuxième partie de l'exposition, après cette analyse historique et diagnostique, était de dire bon, quels sont les champs des possibles, qu'est-ce que l'on peut faire pour faire évoluer ces situations. On a compris que la source principale de ce désert était d'abord que la place de la Concorde était cette espèce de grand rond-point qui coupait le jardin des Tuileries du bas des Champs-Élysées. Et donc, on a étudié là, avec moult simulations, on a fait un partenariat avec le Media Lab du MIT pour modéliser l'ensemble de ces effets, de voir, ça c'est l'existant, on voit le nombre de voies de trafic qu'il y a sur la place de la Concorde. Projet de transformation que l'on propose, c'est qu'en fait, tout le cœur soit piétonnisé et que simplement le trafic soit autour. Et pareil, dans le bas des Champs-Élysées, que l'on piétonnise l'essentiel, sauf naturellement l'avenue elle-même, mais en réduisant le nombre de voies. On a fait des simulations avec des sociétés spécialisées pour montrer et démontrer surtout que ça ne générait pas de congestion dans tout Paris. On a également travaillé sur l'embellissement des jardins pour voir comment on doit transformer la nature en ville pour qu'elle devienne source d'îlots de fraîcheur et non pas simplement du décor. Donc, perméabilité, strate végétale, coefficient de biodiversité. Et on peut aujourd'hui dire, voilà la cartographie aujourd'hui, la thermographie du bas des champs, et demain, imaginez que vraiment on augmente fortement l'îlot de fraîcheur. Programmation des lieux aussi avec de la culture, de l'éducation. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais on a fait tout un travail avec l'ensemble des acteurs du théâtre, du Grand Palais, du Petit Palais, des restaurateurs pour développer un programme qui rendrait ces jardins non seulement accessibles, mais aussi désirables, et qui fait que si aujourd'hui ils sont totalement déserts à part le Grand Palais, demain, ce serait un espace qui serait à nouveau occupé et ouvert aux Parisiens. Et puis on a découvert à ce moment-là que ce faisant, on pouvait mettre en rapport les 30 hectares des Tuileries, les 28 hectares des Champs-Élysées et de la Concorde pour créer, avec même l'esplanade des Invalides, en piétonnisant le pont Alexandre III, un ensemble de 80 hectares d'espace vert continu en plein cœur de la capitale et au bord d'eau. Et ce projet, donc, on l'a présenté aux Parisiens, on l'a beaucoup publié, et il a été extrêmement, du coup, on a fait en sorte qu'il soit médiatisé, et puis Anne Hidalgo avait promis que si elle était élue, elle le réaliserait, donc on est en train maintenant de se rapprocher, enfin, travailler avec la ville de Paris, et maintenant même avec le gouvernement pour voir comment
acter cette transformation qui serait assez décisive avec, vous le voyez ici, la représentation de la place de la Concorde, des bas des Champs-Élysées qui serait, dont la largeur roulable, carrossable se réduit à simplement 2 voies de chaque côté au lieu des 4 aujourd'hui, travailler sur les pistes des mobilités douces, avoir cette offre de restauration avec des kiosques très réversibles en bois, etc., tout ce qu'il faut, et puis des menus abordables, des repas biosourcés. Donc, développer une programmation entièrement orientée vers cette ville, je disais au début, qui soit à la fois durable, inclusive et désirable aussi et inclusive pour tous les âges, transformer cette autoroute urbaine en lieu aujourd'hui accessible aux piétons, piétoniser l'espace entre le Grand Palais et le Petit Palais, jouer beaucoup sur la désimperméabilisation des sols, même sur les Champs-Élysées, pour avoir ces îlots de fraîcheur, puisque dans 5, 10 ans, 20 ans, ça va devenir une fournaise absolument impraticable, et jusque donc à la place de l'Étoile, que l'on transformerait en anneau de verdure et donc on a pu étudier ces plans de façon assez précise. Ce n'est pas juste une image comme ça. On sait que ce projet-là peut être sérieusement étudié et mis en œuvre. Voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin, mais il est 19h30, donc je crois que j'ai tenu le délai que vous m'aviez accordé. Oui, c'est formidable. Merci Philippe Chiambaretta. J'ai une question justement sur les champs, et il y en aura une autre après sur EM Lyon. À quelle phase de réalisation en est-on? Vous avez dit un petit peu que Anne Hidalgo avait prévu de le faire si elle était élue. Et en fait, quel est le timing prévu qui vous paraît raisonnable, vous? Alors, l'ensemble de l'avenue, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, ça part naturellement de la Concorde jusqu'à l'Étoile. J'ai été appelé cette semaine pour aller voir le maire 17e qui m'a demandé de ne pas oublier l'avenue de la Grande Armée. On est aussi en discussion avec le maire de Neuilly qui voudrait qu'on mette en accord, puisqu'il est en train lui aussi de transformer l'avenue de Charles de Gaulle à Neuilly. Et donc, c'est en fait la totalité de l'axe majeur dont il est question aujourd'hui. C'est vraiment cet axe majeur qui va du Louvre jusqu'à la Défense et qui n'a pas été transformé depuis 1993. Donc, c'est un enjeu national, je pense, là, qui est sur la table. Le timing, alors on a un élément qui est à la fois un accélérateur, mais aussi un frein qui est les JO de 2024, puisque c'est donc maintenant dans un peu moins de 4 ans. Donc, bien évidemment, ce qu'on peut faire on ne pourra rien lancer qui ne sera pas terminé pour 2024. Et donc, les discussions que l'on a engagées et les réflexions qui sont menées aujourd'hui par la ville de Paris est à la fois qu'est-ce qu'on peut faire, ou alors une préfiguration qui serait faite d'ici à 2024, des études qui pourraient être conduites et pouvoir être lancées ensuite la réalisation dès l'après-JO. Et donc, peut-être la place de la Concorde pourrait être faite avant, ou alors juste après, dans la mesure où le temps de déposer, de faire toutes les études, de demander toutes les autorisations, et puis de mettre ça au point, même au vote, parce que c'est des projets tellement sensibles que je pense qu'il faudra même le mettre à l'avis des Parisiens, c'est quelque chose qui pourrait être prêt peut-être sur 2027. Et puis pour le haut des Champs-Élysées, on est plutôt sur 2030. Voilà. Votre micro est coupé. On vous demande également ce phasing sur l'EM Lyon. Où est-ce qu'on en est de la réalisation? Quel est le planning prévu? Alors, l'EM Lyon, il y a eu un tout petit retard, un tout petit peu de retard qui a été pris à cause d'une part, du Covid quand même, et du confinement qui a quand même un petit peu ralenti les études sur l'année 2020. Un peu un moment de transition qui a été un peu plus compliqué que prévu sur la passation de pouvoir entre les équipes dirigeantes. La presse en a fait un écho largement excessif par rapport à ce que nous, on a pu voir. Mais là, maintenant, la nouvelle directrice qui vient de Dauphine à Paris a pris la direction de l'école. Donc, on a retrouvé un régime, je dirais, normal. L'objectif sera terminer le projet fin 2022, courant 2022. On essaie d'accélérer, mais je pense qu'on ne pourra pas respecter notre objectif de départ qui était d'ouvrir à la rentrée 2022. Ça risque d'être un petit peu difficile.
Donc après, on verra si c'est une ouverture pour parce que là, on a le calendrier. Une entreprise peut ouvrir n'importe quand, une école, il y a des semestres, naturellement. Donc là, nous, en termes de travaux, on est sur un objectif de fin 2022. Patricia nous demande, vous nous avez présenté beaucoup de projets tertiaires. Est-ce que vous vous intéressez aussi à l'habitat et quelles sont vos réflexions sur son évolution? Alors oui, j'ai présenté beaucoup de projets tertiaires parce que on a travaillé sur des projets d'habitat, mais qui sont moindres que les projets de bureau et ce de façon assez volontaire. On a remporté il y a quelques années un projet à l'île de la Réunion à Saint-Denis qui était un ensemble de 500 logements en cœur de ville et qui était réalisé avec des promoteurs donc du logement, je dirais, d'accession à la propriété et puis une partie de logement social. J'ai pu constater à ce moment-là que le mode de production en France, entre les normes d'une part, l'économie d'autre part, et puis le côté extrêmement conservateur de la majorité, en tout cas des acteurs promoteurs, rendait cet exercice finalement moins stimulant ou moins objet de recherche que dans le secteur du tertiaire, puisqu'en fait, quand j'ai engagé cette réflexion en 2008 sur l'avenir du bureau, on me disait à l'époque, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Bureau, c'est une architecture commerciale, il ne se passe rien, tout le monde sait ce que c'est un bureau, etc. Et je crois que j'étais assez inspiré de le faire parce qu'en fait, les années 2010 ont montré des bouleversements mais complets dans ce secteur-là et dans lequel, du coup, en fait, l'imagination ou le travail de l'architecte est devenu incroyablement libre. C'est-à-dire que l'écoute qu'on a pu avoir dans ce secteur-là a été sans comparaison à celle qui s'est opérée entre-temps dans le logement, où on est resté dans des choses relativement classiques et où l'arrivée, par exemple, l'arrivée du coworking dans le bureau a tout bouleversé en tant que modèle même économique, le fait qu'on n'est plus locataire d'un lieu, d'un bail, mais que ce soit une offre de service. C'est en train d'arriver maintenant dans le logement avec le co-living. Et donc, on est en train de se réintéresser au logement à partir du moment où la réflexion qui s'opère est celle de pouvoir revisiter des modèles qui étaient considérés comme immuables, des standards immuables, et dans lesquels je trouvais que la marge ou la part de réflexion et d'innovation qu'on pouvait apporter était insuffisante et un peu frustrante. Donc, naturellement, il y a beaucoup de choses à réfléchir dans le logement demain, mais je ne le ferai pas uniquement comme le logement par opposition au travail ou au commerce ou à l'éducation ou aux équipements. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'interaction entre l'ensemble de ces usages qui est en train de s'opérer, que ce soit dans leur disposition en ville. Par exemple, le temps où on disait on a un quartier d'affaires qui est le 8e arrondissement ou la Défense, et c'est là qu'on concentre les bureaux et les entreprises ne veulent pas aller ailleurs, est devenu complètement obsolète. Aujourd'hui, des entreprises vont s'installer dans l'Est parisien, dans des quartiers qui étaient parce qu'ils veulent être au milieu de la vie et du logement. Et de la même manière, le travail aujourd'hui va se déplacer dans les logements avec la révolution du télétravail. Sous quelle forme? On ne sait pas encore aujourd'hui. Ça fait partie, je vous le disais à l'introduction, de la recherche qu'on va mener cette année en recherche appliquée. On travaille avec différents grands groupes qui nous ont sollicités pour étudier ça. Mais il ne faut pas des réponses spontanées. Je dirais que ce n'est pas du tout évident de réfléchir à la façon dont… alors, il y a des problèmes économiques, bien évidemment, et écologiques sur l'habitat. Mais il y a aussi cette relation où comment, si on veut rester à travailler chez soi ou à proximité de chez soi et aller au bureau que 2 ou 3 jours par semaine, eh bien, il va se tisser certainement un déséquilibre assez sophistiqué entre le coût de transport, le temps de transport, le coût écologique qui va devenir demain fondamental. Et donc, ça va produire des grands réajustements des modes d'existence en ville qui sont systémiques et qui sont un objet passionnant à étudier demain et qui m'intéresse plus que, je dirais, démarrer par être un architecte de plus qui va dessiner 30 logements ou 50 logements dans les règles actuelles qui, franchement, sont malheureusement très souvent un peu frustrantes. Et quand les promoteurs vous disent, de toute façon, voilà,
c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Très bien. J'ai d'autres questions. Si vous avez encore un peu de temps, Oui. et vous pouvez peut-être y répondre de manière un peu plus concise parce qu'il y en a vraiment quelques-unes qui arrivent. Oui. Ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, mais je voudrais compléter. Sur l'ensemble de la conférence, quelqu'un dit qu'on construit toujours de grands ensembles de bureaux, alors que le télétravail prend de plus en plus de place, voire devient obligatoire en temps de pandémie, mais on sait qu'il va rester ce télétravail. Il y a des choses qui vont rester. Comment imaginer ces mutations? Et puis, on vous demande aussi si la nouvelle économie a des besoins spécifiques en termes d'espace de travail. On ne construit plus pour Facebook, par exemple, comme on construisait avant pour France Télécom. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai. Et je dirais que les tendances que j'ai essayé de définir dans cette présentation qui se sont déjà opérées et qu'on a vu vraiment se concrétiser pendant cette décennie, à savoir, je l'expliquais, un changement de paradigme de ce qu'est le lieu de travail, le siège social, les bureaux. On n'y va plus pour produire, être dans sa petite cellule et travailler chacun dans sa petite fonction, parce qu'en fait, finalement, on peut le faire chez soi. Ça. Tout ce qui est de la production pure, on n'a pas besoin d'être réunis. Donc, ça ressent complètement le besoin des lieux de travail sur la fonction de partage. Et ça, c'est une tendance qui vient en fait de l'économie, de la recherche et des nouvelles technologies, et qui s'est diffusée parce que en fait, ce besoin d'innovation a déflagré l'ensemble des secteurs. Et quant à la première question sur l'impact du télétravail, je ne crois absolument pas que ça conduira à une disparition totale des bureaux, mais donc peut-être que les surfaces qui seront nécessaires vont réduire quantitativement sur l'ensemble, mais bien qu'encore quand on soit sur certaines zones, ce sera pas. Il y a un tel décalage aujourd'hui, par exemple, en termes de l'offre et de la demande sur Paris, que même en réduisant la demande parce qu'une entreprise va dire je vais prendre uniquement 50% de postes pour 100% de mes salariés, ça continuerait, en tout cas dans le cas de Paris, de ne pas trouver suffisamment d'offres tellement le décalage est. Donc après, l'impact va beaucoup changer d'une zone à l'autre et d'une ville à l'autre selon la pression tertiaire ou pas. Très bien. Seb nous demande comment est-ce qu'on peut, dès la conception, prévoir un bâtiment qui soit évolutif, qui sera tour à tour du logement, du bureau, du commerce ou autre. On voit que sur le bâtiment EM Lyon, vous avez comme ça cette évolutivité, alors peut-être pas vers le logement, mais en tout cas vers l'entreprise, vers peut-être la zone plus commerciale. C'est une fonction, je dirais, il faut finalement travailler sur les trames essentiellement, et les profondeurs de bureau. Là, on touche vraiment finalement à des éléments très architecturaux où les architectes savent bien qu'il existe sur des bureaux des trames qui fonctionnent mieux que d'autres. Le 12 mètres d'épaisseur, 18 mètres ou 18 mètres de profondeur marche bien en bureau. En revanche, c'est trop profond en logement. Donc, la hauteur, on est sur des pas d'étages de dalle à dalle qui sont de 3,36 ou 3,50 en bureau. On est beaucoup plus bas en logement et donc, en général, on n'a pas envie de se payer des pas d'étage de bureau parce que ça augmente considérablement les coûts. Mais néanmoins, il y a une convergence qu'il faut connaître de pousser avec des producteurs, donc des promoteurs, petit à petit, en essayant de trouver une trame homogène. Il y a un ouvrage intéressant qui a été produit d'ailleurs par Patrick Rubin et l'Atelier Canal l'an dernier, il y a 2 ans, qui avait contribué sur justement la réversibilité et qui analyse comment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une conception des noyaux, des épaisseurs, des profondeurs, des hauteurs libres permettrait de faciliter et de favoriser une meilleure mutabilité dans le temps. Merci. 2 questions qui peuvent également se compléter et qui concernent votre agence, Philippe Cambaretta. Concernant l'organisation de votre agence, les équipes dédiées au projet et à l'activité recherche sont-elles les mêmes ou bien sont-elles distinctes?
comment se partagent-elles? Et puis, on demande aussi, du coup, le métier d'architecte doit-il se transformer et devenir transdisciplinaire? Je crois que ces questions pouvaient se compléter. Alors, je peux commencer par la deuxième, parce que là, pour le coup, j'y réponds sans l'ombre d'une hésitation. Oui, je pense que les métiers d'architecte, en fait, même continuer de lui donner cette appellation, mais qui est peut-être, il y a beaucoup de mots comme ça qui aujourd'hui, finalement, dont le mot reste, mais le sens évolue beaucoup. Et je crois que ce qui rend ce métier de plus en plus passionnant, mais aussi de plus en plus complexe. Alors, on peut y voir soit une menace, soit une opportunité. Mais jusqu'à très longtemps, enfin jusqu'à récemment, on a été surtout des metteurs en forme d'un programme qui était conçu par d'autres. Hein, on avait des programmistes, des maîtres d'ouvrage qui me disaient voilà, jusqu'à centimètre carré près, mettez-nous ça en forme. Et donc, on se contentait de prendre ça et de l'organiser en disant ça ressemble à ça. Aujourd'hui, la vraie question qui occupe nos sociétés, avant d'être celle de la forme, c'est celle des usages. C'est comment on va habiter demain, comment on veut travailler demain, où consommer, comment se déplacer. Et donc, on est dans une question plus amont, finalement, je dirais, si je prends la musique avec le cinéma, sur l'écriture du scénario, avant de dire moteur. Et donc, c'est vrai qu'en architecture aujourd'hui, ou dans la fabrique de la ville, cette question de l'évolution et des révolutions des usages, elle est première. Et moi, je considère que, et je constate qu'en fait, elle n'est pas aujourd'hui traitée, ou en tout cas pas mieux traitée par ceux qui seraient censés savoir ça, à savoir les collectivités locales ou les investisseurs ou les promoteurs ne savent pas plus que nous ce que sera l'avenir. Et je dirais plutôt moins. Et donc, en particulier les villes, il est complètement faux. Alors, parce que je sais qu'on est dans un métier dans lequel très souvent on a tendance à dire ben, le public, c'est ce qui est bon pour les gens, le privé n'est intéressé que par le profit, et donc, et les architectes que par leur création et leur ego. Bon, si je caricature, c'est un petit peu la distribution des rôles classiques. Tout ça doit être complètement dépassé. Les villes aujourd'hui ne savent pas ce que sera l'avenir. Elles ont besoin de la recherche et de l'anticipation qui peut venir aussi bien des entreprises privées que des universités, que des architectes. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on a une opportunité formidable de sortir d'un métier qui serait simplement celui de concepteur dans le champ du bâtiment. On construit, vous l'avez vu, ce n'est pas comme si on fuyait ce rôle-là, mais en revanche, il est intéressant comme étant une incarnation d'une vision ou d'un monde qui doit changer. Et donc, on doit être transdisciplinaire et on doit être cultivé. Et on doit avoir, donc du coup, faire entrer dans le processus. Mais ce n'est pas uniquement, vous voyez, il y a longtemps qu'on travaille avec des bureaux d'études, avec des structures fluides, etc. Ça fait au moins 200 ans qu'il y a une spécialisation. En fait, depuis la création de l'école des ponts et chaussées en 1776. Mais pour autant, on a les architectes n'ont eu de cesse depuis des décennies que de petit à petit laisser et abandonner toute une partie de leurs prérogatives à des ingénieurs, à des spécialistes, à des consultants de plus en plus nombreux pour se réduire à un peu une portion congrue de stylistes et quelque part d'être uniquement ce qui donnerait une forme à tout ça. Et je trouve ça extrêmement réducteur et extrêmement dévalorisant. Donc il y a pour moi une part de reconquête de responsabilité, de pouvoir, mais de pouvoir pas pour régner, mais pour comprendre et pour pouvoir changer les choses, et qui demande de la transdisciplinarité d'une part, et donc une multitude de savoirs à l'intérieur de la réflexion, pas on fait une jolie forme et après on demande de beauté structure, est-ce que ça tient? Ça, c'est pas de la transdisciplinarité, ça c'est la subsidiarité, c'est de sous-traiter ce qu'on ne sait pas. Non, être vraiment dans la connaissance transdisciplinaire, c'est qu'elle soit autour de la table dans le processus créatif. Donc, pour répondre à la première question, on a des profils qui sont différents dans le pôle de recherche, qui sont… donc, on essaie de développer… donc, il y a des gens qui ont fait plutôt des parcours de recherche, soit en urbanisme, soit en sciences, et avec lesquels on est en train de travailler à la création peut-être d'une chaire à Paris avec l'université avec des universités, je ne peux pas encore m'avancer, mais en tout cas de vraiment structurer en rapport avec l'école et avec des étudiants de différents domaines, et notamment avec un pôle universitaire qui lui réunit des écoles d'ingénieurs, des écoles de création, des écoles aussi d'économie,
Et voilà, je vais très souvent faire des conférences à l'ESSEC, au HEC, parce que je pense que c'est aussi dans ces secteurs-là qu'il faut les amener à ne pas voir l'urbanisme ou l'architecture simplement comme un rôle de décoration ou de culture, en fait. Il y a eu un déplacement, je pense, de notre métier, dans lequel je pense que c'est une aberration qu'on soit encore attaché au ministère de la Culture. D'ailleurs, ça m'amuse quand il me demande de participer à la réflexion sur architecture et innovation. Et fortement, l'innovation n'est pas un mot classique dans le champ de la culture. On parle de création. Aujourd'hui, l'architecture ou l'urbanisme doivent être à la fois un acte de création, mais aussi d'innovation. C'est-à-dire la science doit rentrer dans nos affaires, et ce travail de faire passer d'une approche complètement empirique à la compréhension de la ville vers une approche beaucoup plus documentée, quantifiée, qui pour autant ne doit pas s'éloigner de la poésie et de la partie artistique. Hein. Ce n'est pas les ingénieurs qui doivent prendre le pas sur ça, mais on doit être un peu plus capable d'être les deux à la fois. Très bien, merci Philippe Chiambaretta. Alors, la dernière question, à tout seigneur, tout honneur, va être posée par Jean Dalmet, président de AMO Auvergne-Rhône-Alpes. Jean, on vous écoute. Bon, non, c'était juste une question, mais peut-être que ça arrive un peu tard, dans le sens où ce n'est pas vous qui avez eu la main là-dessus, mais qu'est-ce qui a généré le choix de l'implantation de l'EM à Gerland plutôt qu'à Confluence, par exemple, qui est aussi en plein développement? Est-ce qu'il y avait un objectif particulier du choix stratégique du lieu? Alors là, effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est un choix qui a largement précédé notre intervention, hein, puisqu'on est arrivé, c'était sur ce site-là. Ce que je crois savoir, c'est qu'il y avait une opportunité foncière à un moment donné qui s'est présentée au moment où l'école souhaitait revenir en ville, qu'il y avait ce terrain de Nexens qui venait de se libérer. Il y a quand même une proximité dans le quartier, il y a la présence de l'ENS, Sciences Po n'est pas loin, et d'autres établissements d'écoles, d'universités qui font que on voit naître petit à petit un quartier dont la vocation universitaire ou pédagogique, en tout cas, se confirme. Donc, l'EM va venir ajouter une brique à ce qui est déjà présent à Gerland. Merci beaucoup pour ces réponses. Jean Dalmet, peut-être un mot de conclusion. Il est 19h50. On est ensemble depuis 18h30 avec Philippe Chiambaretta. Je crois que c'était très intéressant. Je vous laisse la parole. Bah écoute, je remercie encore une fois, je te remercie encore une fois très chaleureusement d'avoir maintenu déjà ton intervention dans le contexte actuel, parce que ce n'était pas forcément évident, et pour nous c'est un moment important dans l'association. Et puis je voulais aussi remercier tous les organisateurs de cette soirée, comme Frédéric Lafay, Garage Prod, qui a pris la main sur toute cette retransmission et cet enregistrement, Renaud, Régis et tous les autres. J'en profite aussi pour rappeler au monde d'AMO que notre AG se déroulera aussi sous forme dématérialisée le lundi 14 décembre à 18h30. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et puis je vous dis à bientôt et à l'année prochaine pour une nouvelle conférence en Click and Connect. Voilà, bonne fin de soirée à tous. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Chiambaretta. Un petit mot de conclusion de votre part? Écoutez, déjà vous remercier de cette invitation, remercier aussi tous les spectateurs qui ont suivi et qui j'espère, n'ont pas été choqués, mais peut-être inspirés par mes propos. Je dis choqués parce que parfois, c'est vrai que je suis un peu iconoclaste par rapport à certaines représentations de l'architecture. Et j'espère que très bientôt, vous pourrez venir regarder, en tout cas, je n'avais pas admiré, mais en tout cas constater le résultat de nos réflexions sur le projet de 1 million d'ici donc environ 2 ans. Voilà, et je suis en tout cas, merci aux Lyonnais, et c'est une ville que j'apprends à beaucoup aimer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci de votre temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence organisée par AMO Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de vos réactions et à très bientôt. Bonne soirée.